Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Les troubles 10, vous connaissez, alors je ne sais pas, peut-être la dyslexie, la dyscalculie. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la dyspraxie. Et pour expliquer ce trouble et ses conséquences, 3 spécialistes sont sur le plateau aujourd'hui. Nathalie Bredendick, psychologue clinicienne, Stéphanie Kem, ergothérapeute, Thomas Butassi, qui est neuropsychologue. Un grand bonjour, un grand merci aussi à tous les 3 d'être là pour expliquer tout ça. Et puis vous allez aussi avoir du coup l'occasion de nous parler de votre projet de créer une école pour les 10 à Sarreguemines. Le mercredi, c'est le jour du dossier sur Mosaïque, mais c'est aussi le jour du jeu ciné, n'est-ce pas Sandrine? Coucou. Tout à fait, salut. Donc tu nous en parleras tout à l'heure et puis tu nous dévoileras aussi les commentaires des internautes qui ont réagi à la question du jour. Mais on commence cette émission à Sarrebruck. Les salariés de la ZF sont en grève à l'appel du syndicat IG Metall. Uranie Tozic est sur place pour Mosaïque. Uranie, bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette grève ? Oui, bonjour Julia. Alors, ils avaient menacé d'en arriver là et aujourd'hui, ils l'ont fait. Alors, les 10 000 salariés de l'usine ZF sont en grève pour 24 heures et ce depuis 6h15 ce matin. Alors, pour rappel, le syndicat IG Metall avait déjà appelé à manifester pour plusieurs entreprises il y a 2 semaines déjà. Donc, pour revendiquer une hausse salariale de 6%, mais également la possibilité de passer à 28 heures semaine sur une durée de 2 ans. Donc, ce sont toujours les mêmes revendications. À savoir que le patronat et le syndicat n'ont pas réussi à s'entendre et donc aujourd'hui c'est la grève totale. Aucune activité ne se passe sur le site. Les 3 postes donc du matin, midi et soir sont à l'arrêt. Et si les négociations n'aboutissent pas en fin de semaine, la grève pourrait donc aboutir à une fermeture de l'usine sur, par exemple, une semaine. Il y a aussi d'autres manifestations qui vont avoir lieu demain. L'entreprise Ford à Saint-Louis et Bosch à Hambourg. Merci Uranie pour tes précisions et on retournera dans quelques minutes à Sarrebruck. Pour le moment, on fait le tour de l'actu du secteur en 60 secondes. 2000 lycéens à Sarralbe en quête d'orientation. Ils sont venus des lycées du secteur de Sarrebourg et Sarreguemines. Tous avaient la même préoccupation. Quelle orientation donner à mon parcours scolaire ? Quel métier pourrait m'intéresser ? Quelques 110 exposants ont tenté de les éclairer. Nos aînés doivent être soignés et vivre dans la dignité. Hier, dans la rue, les langues se sont déliées. Le personnel soignant a dévoilé le mal-être qui sévit. Le manque de moyens est criant. L'enveloppe débloquée par le gouvernement ne serait, selon la direction de Sainte-Marie, qu'un pansement ridicule petit sur un grand corps malade. La fibre arrive et crée l'enthousiasme à Putelange et alentour. Hier, en fin d'après-midi, 3 réunions successives ont réuni quelques 1000 personnes. Toutes attendent impatiemment l'accès au très haut débit. Orange vendra les premiers abonnements à partir de juillet sur ce réseau construit par Moselle Fibre et porté par le département. Maintenant, faisons un petit tour à Meisenthal, gardien des savoir-faire et source d'attractivité pour la Moselle. Le site verrier va faire peau neuve. Le projet est estimé à 14,5 millions d'euros. Le bâtiment existant sera réhabilité et agrandi pour y aménager entre autres un atelier, des espaces pédagogiques, un studio de création et des galeries d'exposition. Didier Dudas reprend une boulangerie à Sarreguemines. Il mise sur une technique de fabrication moderne, une chambre de planification qui lui permet de proposer du pain frais toute la journée. Sa spécialité, la baguette, la sarroise, à base de farine blanche et de farine de goutte. Et du neuf aussi, côté météo, Sandrine, ça se rafraîchit ? C'est ça. Alors en fait, là, durant la fin de la semaine et toute la semaine prochaine, on va retrouver un temps d'hiver, on va dire, sortir de ce temps un peu d'automne prolongé. Et du coup, on va peut-être retrouver de la neige, mais vers la fin de la semaine plutôt. D'accord. Et bien, on regarde donc déjà les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Une ambiance plus hivernale s'installe sur la région avec le retour de giboulées. Les précipitations se produisent plutôt sous forme de pluie ou de neige et prennent parfois un caractère orageux. Les températures se rafraîchissent, elles se cantonnent entre 3 et 6 degrés le matin comme l'après-midi.
Demain, nous sommes le jeudi 1er février et nous fêtons les Ella. Le soleil nous accompagnera de 8h01 à 17h28. A tout de suite pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Les EHPAD crient leur ras-le-bol. Mobilisation générale dans toute la France pour tenter de se faire entendre. À Sarreguemines aussi, les aides-soignantes des maisons de retraite sont descendues dans la rue. Dans notre émission d'hier, vous avez pu voir la mobilisation en matinée devant la maison de retraite médicalisée Sainte-Marie. Hier après-midi, elles manifestaient au Bloberg devant l'EHPAD Notre-Dame. Reportage de Thomas Drouin. Elles ne sont pas contentes et elles le font savoir. Les aides-soignantes des maisons de retraite de l'arrondissement se sont jointes au mouvement de grève nationale. En première ligne à Sarreguemines, les établissements Sainte-Marie et Notre-Dame. Les aides-soignantes mettent en avant le manque de moyens financiers, mais aussi le manque de personnel formé. Elles estiment ne plus pouvoir travailler avec dignité et humanité. On est toujours pressé par le temps. On a du mal à faire les soins, voilà. On a toujours cette horloge dans la tête qu'il faut faire vite. Et ça, c'est plus possible. Hier, c'est donc leur ras-le-bol qu'elles ont exprimé. Celui de voir les budgets se suivre et se ressembler, toujours dans la même direction, celle de la baisse des moyens. Elles ne comprennent d'ailleurs pas qu'il n'y ait pas d'embauche supplémentaire, alors que le nombre de places dans les instituts de formation des aides-soignantes est, lui, en hausse. L'annonce, avant même le début de la grève par la ministre d'une rallonge de 50 millions d'euros, n'a pas calmé leur colère. C'est pourquoi elles sont aussi descendues en ville, devant la sous-préfecture, afin de se faire entendre et être reçues par le sous-préfet pour lui remettre des lettres ouvertes écrites par les aides-soignantes des différentes maisons de retraite de l'ensemble de l'arrondissement. Même sans rendez-vous, Christophe Salin a souhaité les rencontrer et les écouter. Il a promis de faire remonter les infos, mais les aides-soignantes restent sceptiques sur le fait d'être entendues. Nous attendons de savoir la réponse de l'ARS et comment ils vont réagir suite à notre doléance. Après, moi, je regardais les infos cet après-midi et ils parlent du deuxième jour de solidarité pour les personnes âgées. Ça m'a juste fait sourire. Car l'argent récolté par la première journée de solidarité, décrétée suite à la canicule de 2003, était déjà initialement destiné à financer la solidarité en faveur des personnes âgées. Mais l'argent récolté du côté des retraités pensionnés n'est déjà pas totalement ainsi utilisé, mais redirigé vers les finances de l'État. On touche là à une des revendications les plus profondes du mouvement actuel, en finir avec cette solidarité de façade et permettre enfin à nos aînés de vivre dignement. Autre manif, vous l'avez vu en début d'émission, il y a une mobilisation de grande ampleur à la ZF de Sarrebruck aujourd'hui. Je vous propose de voir l'ambiance sur place, reportage en immersion avec les grévistes. Je me trouve actuellement devant l'une des nombreuses entrées de l'usine ZF à Sarrebruck. Alors il y a un piquet de grève et ce pendant 24 heures. Personne n'entre, personne ne sort. Sachez d'ailleurs qu'il n'y a aucune activité de toute la journée sur le site. Donc je suis, comment dirais-je, je fais partie de IGM depuis le début, quoi. Mais c'est la première fois qu'on fait une telle action, quoi. Vous espérez quoi avec cette grève ? Je ne sais pas si on va arriver au 6%, mais 4, ce serait bien. Donc on verra bien, quoi. Je ne sais pas quand on continue les négociations, mais si on ne fait rien, on n'aura rien, quoi. Ça c'est sûr, quoi. Maintenant, je me trouve sous le chapiteau qui a été installé près de l'usine ZF pour que les grévistes puissent se restaurer et puis rester un peu au chaud, parce qu'il y en a qui sont quand même là depuis 6 heures ce matin. Autre chose à savoir sur cette grève, c'est que tous les syndiqués d'Ig Metall sont payés par le syndicat. Donc c'est quand même une grosse différence avec la France. Et puis il faut savoir que dans l'usine ZF, il y a 70% des salariés qui sont syndiqués. Donc c'est quand même une grosse somme qui est amenée par IG Metall. Une mobilisation qui a évidemment des répercussions pour l'entreprise. Uranitosic a aussi pu interviewer Martin Barré, responsable de production chez ZF et syndicaliste.
Martin Barré, bonjour à vous. Bonjour. Alors aujourd'hui, quelles sont les conséquences pour l'entreprise ZF avec la grève? Les conséquences sont très grandes parce que nous ne pourrons pas fournir nos fournisseurs. Donc il y a les boîtes, les chaînes de montage, certainement de chez BM, chez Audi, donc c'est nos grands clients qui vont être à l'arrêt. Vu la grève, c'est une grève de 24 heures. Donc nous faisons à peu près 10 000 boîtes par jour. Donc ça fait 10 000 voitures qui ne seront pas équipées de boîtes de vitesse. Et alors, cette grève, toujours pour les mêmes revendications, est-ce que vous avez l'impression que ça va apporter quelque chose? Pour l'instant non, les deux fronts sont assez durcis et puis les pourparlers ça ne porte pas beaucoup de fruits. Il y aura un prochain rendez-vous qui sera fixé en fin de semaine pour les prochaines discussions entre le patron et le syndicat. Voilà. Très bien, merci beaucoup. De rien. Et on fera aussi le point demain avec Roland Sarter, le secrétaire du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle, qui travaille lui-même à la ZF de Sarrebruck. Il sera notre invité à midi sur Mosaïque. Ils sont venus trouver leur voie. Quelques 2000 lycéens se sont rendus au 22e forum d'orientation au centre socioculturel François Mitterrand de Sarralbe, et ce, pour découvrir les écoles et les formations post-bac. Il y en avait pour tous les goûts et toutes les vocations. De nombreux exposants étaient présents pour conseiller et orienter les élèves. Retour en images, signé Uranie Tozic et Morane Grandcola. Ils se soucient déjà de leur avenir. Pas moins de 2000 élèves de Sarreguemines, Sarrebourg ou encore du lycée franco-allemand de Sarrebruck se sont déplacés sur une seule journée pour le 22e forum d'orientation. Afin de représenter l'ampleur des formations sur le secteur, 110 exposants étaient présents, venus des villes du Grand Est et d'Allemagne. L'occasion pour ces jeunes de se renseigner sur les démarches administratives et les conditions d'entrée pour la suite de leurs études. Un premier contact nécessaire entre les élèves de première et terminale et les conseillers, ces derniers ayant rappelé l'accès et les débouchés difficiles de certaines filières. Aujourd'hui, dans le médical, c'est beaucoup sur concours. Le nombre de places est limité, il y a beaucoup de candidats, donc on doit être parmi les meilleurs. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel ils doivent se présenter. On a toujours des étudiants qui sont plutôt intéressés par tout ce qui est montage vidéo, effets spéciaux, etc., animation 3D. Aujourd'hui, en Alsace, ça reste un domaine plutôt serré. Par contre, on sait qu'à Paris, c'est très développé et on incite nos étudiants à partir après vers Paris. Mais ils le savent en rentrant dans l'école que ça allait être très compliqué. Mais cela n'a pas empêché les lycéens d'y trouver leur compte. D'une licence au BTS en passant par l'alternance, des formations médicales, de commerce ou touchant au numérique, de quoi repartir les mains et la tête pleines de possibilités. Et on a voulu savoir justement ce que ces lycéens veulent faire après le bac. Donc on leur a posé la question à l'occasion de ce forum d'orientation. Regardez. Alors qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui au Forum des métiers ? Moi, des renseignements sur l'école d'architecture d'intérieur, ouais, et peut-être de l'enseignement au primaire aussi. Et moi, que sur l'enseignement. Je suis venu avec l'école pour pouvoir observer les facultés qu'il y avait autour d'ici, dans le secteur. Et vers quoi aimerais-tu te orienter ? Vers le droit. Je ne suis pas encore sûre, mais je pense que j'aimerais bien faire des études de droit et pour être avocate plus tard. Ouais, j'aimerais bien être dans la médecine plus tard. Et pourquoi pas dans la cardiologie. Actuellement, je suis plus pour me diriger vers quelque chose d'historique. Les facs d'histoire, licence, pour faire un master ou un doctorat. Mais actuellement, je ne sais pas vraiment ce que je cherche, quoi. Alors aujourd'hui, je suis venue chercher surtout les universités parce que je fais un bac L. Et après, je compte essayer de faire un master pour les langues. J'ai trouvé beaucoup de métiers très intéressants. Et grâce à ça, j'ai pu vraiment trouver ma future voie et je pense que plus tard je vais faire une école de commerce. Alors je suis venue chercher déjà une idée d'orientation, un projet peut-être à concrétiser, surtout dans le domaine des langues ou dans le domaine de l'histoire. Est-ce que vous avez trouvé des réponses à vos questions justement en venant ici ? Oui, j'ai réussi à avoir de la publicité et l'intervention d'une personne de l'école. Et grâce à ça, je vais aller aux portes ouvertes ce samedi. Non, pas vraiment, mais j'ai vu encore un notaire et comme c'est aussi dans le domaine du droit, du coup, ça m'a j'ai un peu vu ce que c'était le droit. J'ai parlé avec des gens qui faisaient la PACES à Nancy. Oui, la plupart, oui. J'ai pas fait beaucoup de stands, mais ça va, oui. Pas d'orientation à l'ordre du jour de la question qu'on vous a proposée sur la page Facebook de Mosaïque, mais de la musique. Regardez.
On a tous une chanson que l'on peut écouter en boucle sans s'en lasser. Quelle a été votre chanson préférée en 2017? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, qu'est-ce que nos internautes écoutent en boucle? Eh bien, en fait, ils écoutent plein de styles différents. Jeff écoute Castle on the Hill de Ed Sheeran. Daniel, c'est I Can't Make You Love de Matt Cardle. Et Corinne n'a pas su choisir entre Je joue de la musique de Calogero et Dommage de Big Flo et Oli. Jay, lui, a écouté Renaud, Toujours debout, et a même ajouté au-delà de cette chanson, c'est tout son répertoire qui est juste génial. Laura, elle, est plus chanson des années 2000-2008, mais cette année, elle a quand même écouté la chanson Reine de Dadju. Et enfin, René nous écrit « Il y a plein de chansons qui mériteraient d'être citées cette année, mais pour moi, même en étant vieux, entre guillemets, ma chanson préférée cette année, c'est Roule de Soprano. C'est un jeune qui chante plein de chansons avec des textes et des mélodies qui évoquent des choses de la vie. Et de plus, il articule et a une belle voix. » Et toi Sandrine, est-ce que tu dévoiles tes goûts musicaux aux téléspectateurs? C'est quoi ce que tu as écouté en boucle? Avec plaisir. Alors moi j'aime aussi plein de styles différents, mais si je devais retenir une chanson de 2017, ce serait Believer du groupe Imagine Dragons, que j'ai écouté en boucle et d'ailleurs tout l'album toute cette année. Donc ça c'était pour la partie perso de la question du jour. Tu voulais aussi nous parler du jeu ciné. Oui, parce que cette semaine, il a super bien marché. Il a vraiment beaucoup plu à nos internautes. Et en fait, on vous demandait de nous faire deviner un film avec juste des emojis. Et pour vous montrer ce que ça donne, j'ai gardé quelques propositions que nos internautes ont fait. Alors, je vais voir si tu trouves, ou même si nos invités... je veux bien que les invités m'aident. Alors, voilà, ça se présentait comme ça. Et ça, c'est des propositions de nos internautes. Celui-là, il est facile. Ouais, La Reine des Neiges. C'est ça. Ok. Ensuite... Forrest Gump. Oui. Il court avec la crevette. Ah oui, la pêche à la crevette. C'est ça. Au secours, requin, les dents de la mer. C'est ça. Ça, c'est un dessin animé. Moi, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. C'est ça. Voilà. Et le dernier. Retour vers le futur. Ouais, super. Avec la foudre et tout. C'est ça. Et en fait, ça a vraiment beaucoup amusé nos internautes. On en reproposera sûrement des petits jeux de ce type-là. Peut-être plus forcément sur les films, peut-être pour d'autres choses. On verra comment le réadapter. Et pour cette semaine, on vous propose, comme toutes les semaines, un nouveau concept. Et je vous propose de le découvrir en images. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de notre jeu ciné. Cette semaine on vous demande quel est votre acteur ou actrice préférée et dans quel rôle. Moi par exemple c'est Johnny Depp et pour tous les rôles qu'il a interprétés, de Jack Sparrow à Willy Wonka en passant par Édouard aux mains d'argent. Et vous, quel est le vôtre? Répondez-nous dans les commentaires et rappelez-vous 10 places sont en jeu et vous avez une semaine pour jouer. Bonne chance à tous! Pour jouer, rendez-vous à partir de 14h sur la page Facebook de Mosaïque. On va maintenant s'intéresser à un trouble 10 particulièrement handicapant, la dyspraxie Quezako, et surtout comment vivre avec. On vous dit tout dans un instant. Jetzt geht's los. Cette fois c'est décidé. Je vais chez le tatoueur. Depuis qu'il a son appareil auditif, c'est vraiment plus le même mec. Une nouvelle jeunesse avec la passion de l'audition. Focus sur la dyspraxie. Alors elle fait partie des troubles 10, mais en général on connaît mieux la dyslexie ou encore la dyscalculie. Alors la dyspraxie, c'est quoi? Thomas Butassi, en tant que neuropsychologue, je vais vous laisser à vous le soin d'expliquer. Oui, alors la dyspraxie est un trouble du développement du cerveau. Qui n'a pas d'origine connue. On ne sait pas exactement ce qui provoque ces troubles. Et une praxie est un geste, c'est un geste qui est appris, qui demande un apprentissage. La marche n'est pas une praxie, mais écrire est une praxie par exemple, ou faire les lacets, manger avec des couverts, tout ça ce sont des praxies. Et comme ce sont des gestes qui nécessitent un apprentissage, la dyspraxie concerne le trouble de cet apprentissage. Donc c'est un trouble de l'automatisation du geste appris. Donc c'est pas génétique, c'est pas une maladie, c'est un trouble. Ça concerne combien de personnes en France ou quel pourcentage de la population? Est-ce qu'on a des chiffres? Oui.
Donc selon l'AS, la Haute Autorité de la Santé, ça concerne au niveau du taux, ça concerne pour des enfants âgés entre 5 et 11 ans, à peu près entre 5 et 7%. Donc ça correspond à un enfant sur 20. Au niveau des proportions, un petit peu plus. Environ un enfant par classe. Ce qui paraît assez énorme, en fait. On va en parler largement dans cette émission, mais pour que les téléspectateurs puissent s'en faire une idée concrète, je vous propose de faire la connaissance de Valentin. Alors Valentin, dès la petite section de maternelle, son institutrice a tiré la sonnette d'alarme. Les professionnels ont ensuite établi le diagnostic. Valentin est dyspraxique. Aujourd'hui, il a 12 ans, il est en 5e au collège d'Albestroff et chaque jour, en rentrant de classe, ses parents l'aident pour faire ses devoirs. Reportage. Allez, dis-moi, je mets quoi? Ben, je pense que c'est... c'est juste, à la place du N, c'est juste un S, je pense. C'est ça. Bon, on est très fiers de lui parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'il est dyspraxique qu'il n'a pas de bonnes notes. Au contraire, bien qu'on soit pas exigeant, on lui dit toujours tu fais de ton mieux. Voilà, la note n'est pas le plus important. Il a des bonnes moyennes, il avait 15 de moyenne, mais il n'est pas satisfait de lui-même. Il est très exigeant de lui-même, perfectionniste. Après, nous, on est très fiers de lui, mais c'est un travail de tous les jours comme pour tous les autres enfants. Mais lui, quand même 3 fois plus. Ça dépend des matières, hein. C'est pas... Dans les matières scientifiques, c'est pas trop ça. Les mathématiques et la physique chimie, c'est ce que j'arrive le moins. Mais autrement, la SVT, ça commence à devenir un peu difficile, mais sinon, le reste, ça va. Au collège, Valentin bénéficie de l'aide d'un AVS, un auxiliaire de vie scolaire. Impossible pour lui de prendre des notes suffisamment vite, même en utilisant un ordinateur adapté. Quand il rentre du collège, Valentin commence par imprimer ses cours et les coller dans ses cahiers et classeurs. Quand il s'attaque enfin à ses devoirs, ses camarades de classe ont sans doute déjà presque fini les leurs. Les devoirs, c'est compliqué, parce que surtout le mercredi, parce que j'en ai beaucoup. Hein. Je dois au moins passer 2-3 heures au moins surtout que pour le jeudi et le vendredi, j'ai les matières que je maîtrise le moins. C'est ça, donc, et vu que maman et papa ils travaillent un peu aussi donc, le mercredi, donc c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est surtout oui, quand on rentre du travail le soir, on se dit en programme, c'est pour ça qu'on a mis en place plein de petits tableaux pour qu'il puisse déjà avancer tout seul avant que je rentre. Donc imprimer ses cours avec son papa, commencer à faire les devoirs les plus, je dirais les matières où il est le meilleur en fait. Hein. Et après, on continue. Quand maman elle vient, on fait les devoirs, notamment comme il l'a expliqué, tout ce qui est matière scientifique, un peu les maths et tout ça, il n'est pas trop à l'aise. Maman elle n'est pas trop non plus, donc c'est souvent des prises de tête parce qu'on est à deux à se retrouver. Voilà, mais bon, on fait. On fait, tout en se demandant comment sera la suite. Quand on est parent, on est toujours inquiet pour l'avenir de ses enfants, a fortiori évidemment quand on est parent d'un enfant dyspraxique. Non, sa scolarité, on en est très fiers. Après, ça nous fait un petit peu, pas peur, mais on se demande aussi ce qu'il va faire plus tard, comment ça va se passer pour les études à venir, les adaptations qui seront mises en place, parce que c'est une galère de tous les jours de devoir dire il faut faire ci comme ça, faire comprendre au professeur qu'il ne peut pas écrire, qu'il doit écrire le moins possible parce que ça le fatigue trop et que son écriture est trop grosse et que voilà, enfin c'est un travail de tous les jours de répéter souvent, voilà. J'aime déjà très bien la littérature, donc j'adore l'histoire-géographie, donc c'est ce que je voudrais faire plus tard. Je voudrais bien, je voudrais devenir professeur d'histoire-géo. Alors l'avenir des jeunes dyspraxiques et les différentes adaptations qui peuvent être faites au cours de leur scolarité, on va en reparler dans cette émission, mais je voudrais déjà qu'on parle de diagnostic, parce que là, Valentin, on le voit, il a eu quelque part la chance d'être détecté tout petit, c'est déjà en première année, en petite section de maternelle, qu'une institutrice a tiré la sonnette d'alarme, et il a pu avoir un diagnostic qui a été établi, mine de rien, assez rapidement. D'après ce que j'ai compris, et les différentes personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter pour préparer cette émission, ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Du coup, je me demande, tous les trois, vous avez dans votre patientèle des enfants qui souffrent de ce trouble. Chez eux, en général, le diagnostic, il a été établi à quel âge ? Alors, en majorité, en fait, c'est plutôt établi au niveau de l'entrée à l'école primaire, le début en fait, des apprentissages scolaires. C'est là qu'on constate les difficultés, qu'on
pose un peu, qu'on pousse les parents un peu à plus enquêter, aller voir des professionnels, justement, peut-être l'orthophoniste, peut-être en premier lieu, avant de, voilà, la psychologue scolaire, voilà, pour un peu. Mais voilà, en moyenne, c'est plutôt vers le CE1, CE2 que les enfants sont. Parce que du coup, c'est limite un petit peu tard, en fait. Visiblement, ça a l'air d'être quand même plus simple de mettre en place des choses et des apprentissages plus petits. C'est aussi quelque chose qui est compliqué et où finalement, je le disais, c'est pas une maladie, donc on n'en guérit pas. Il faut apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec, ça veut dire apprendre à gérer au mieux, essayer de faire des progrès tout le temps et je suppose surtout beaucoup au début. Vous concrètement, qu'est-ce que vous arrivez à leur apporter à vos patients ? Alors moi, le motif de consultation principal pour venir chez moi, c'est vraiment les difficultés d'écriture, parce que c'est vraiment une souffrance pour ces enfants qui vont faire beaucoup d'efforts pour écrire bien, pour écrire propre, pour écrire vite, et puis il n'y a jamais donc le résultat escompté. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est déjà essayer de retravailler un peu sur le geste graphique. Et après, donc, si on n'arrive pas à quelque chose de suffisamment satisfaisant au niveau qualitatif, que ça puisse être lu par les professeurs ou par lui-même, on va passer sur des outils informatiques en fait, pour compenser les difficultés. Voilà, comme on voit chez Valentin, lui, il est passé à cet outil-là et puis voilà, pour gagner un petit peu en lisibilité. L'idée, c'est ça, effectivement, c'est de proposer des outils qui permettent de contourner les difficultés. Comme c'est un trouble de l'automatisation, un enfant qui n'a pas automatisé l'écriture, donc qui est donc dysgraphique, n'automatisera peut-être jamais de sa vie l'écriture. Donc, c'est pas en faisant faire des lignes d'écriture qu'on va réussir à faire en sorte qu'il automatise. Donc, on va contourner en proposant effectivement l'outil informatique pour qu'il puisse effectuer les apprentissages comme tout le monde. En fait. Ça permet de trouver des adaptations parce que en plus, on l'a vu là par exemple avec Valentin qui avait 15 de moyenne au trimestre dernier, sont des enfants qui sont pas du tout bêtes. Il y a aucune corrélation avec le quotient intellectuel. Oui, tout à fait. C'est même un critère de diagnostic. On doit donc le diagnostic des troubles 10, même de la dyspraxie, est toujours pluridisciplinaire. Donc il faut que l'enfant fasse une multitude d'examens, dont un test de QI. On doit toujours vérifier le QI et on ne doit pas observer de déficience. C'est un critère de diagnostic des troubles 10. Donc ce sont des enfants très intelligents. Voilà. En sachant qu'il ne faut pas que ce soit non plus réducteur, car en fait quand on se base toujours donc en tant que professionnel par rapport à une différence, par rapport à un indice, raisonnement perceptif et compréhension verbale, donc tout ce qui est langagier, car effectivement la particularité de ces enfants-là, et c'est ça qui est aussi un peu perturbant aussi dans le corps enseignant, ces enfants s'expriment bien. Ils se présentent bien, ils sont fins, ils sont intuitifs, ils arrivent à faire passer l'émotion. Et finalement, quand ils sont dans la pratique, dans le quotidien, ils se coiffent mal, ils sont décoiffés, ils sont mal habillés, ils sont débraillés, ils mangent salement pour certains. Et finalement, ce contraste-là, ou même quand ils écrivent, les cahiers sont brouillons, l'écriture n'est pas bien. Et finalement, il y a vraiment un contraste quand même assez important qui déstabilise, qui perturbe aussi, et qu'on ne sait pas comment faire avec ces enfants-là. Et même les parents aussi. Fait qu'on ne comprend pas. Voilà, quel est le problème. Quel est le problème, effectivement. Alors du coup, on essaye d'améliorer les choses et notamment en allant chez l'ergothérapeute. Moi, j'ai eu l'occasion de filmer chez vous une séance d'ergothérapie avec une jeune patiente. Elle s'appelle Colline, elle a 8 ans, elle est en CE2. Pour elle, ça a été un petit peu le parcours du combattant. Elle a été détectée dès la petite section de maternelle. Ok, par son enseignante, mais le temps d'avoir réellement les rendez-vous, de consulter les spécialistes, d'avoir un diagnostic, en réalité, le diagnostic n'a été établi il y a seulement 1 an. Colline, elle est aujourd'hui suivie par un orthophoniste et un orthoptiste, et elle a une séance d'ergothérapie par semaine. On regarde. C'est une méthode canadienne qui s'appelle ABC Boom et qui alterne en fait aussi l'auditif parce qu'il y a des bruits en fait, chaque portion, chaque mouvement va être associé à un petit bruit et puis en fait on va essayer d'améliorer comme ça. Et puis après le but c'est de ne plus avoir ces appuis à la fin, de réussir à écrire sans se dire je vais faire le mouvement du dauphin, voilà. Quand on est dyspraxique, la première difficulté constatée, c'est l'écriture.
Pour gagner en qualité de graphisme et en rapidité, plusieurs techniques existent. On peut par exemple aussi faire appel à la sensorialité en appréhendant la position et le mouvement, les yeux fermés face au tableau. Il existe aussi des outils. Il y a plein d'outils différents. Pour Colline, en fait, son stylo était vraiment trop placé, trop vertical. Donc pour qu'elle puisse un peu prendre conscience de la position du stylo dans ses doigts, ce petit élastique en fait va servir à faire un rappel vers l'arrière du stylo. Donc on va essayer d'aller vers là-bas et on va marcher, marcher, marcher. Alors on lève bien la main, elle doit pas être... C'est juste les doigts qui touchent la table. Et on essaie d'avancer un doigt après l'autre. Vas-y, montre-moi. Colline, elle a quand même beaucoup de difficultés à dissocier ses doigts, donc par rapport au geste d'écriture, c'est compliqué pour elle d'avoir un mouvement fin, c'est vraiment un mouvement en bloc, et donc on essaye de, justement, en déliant les doigts, en gagnant un petit peu en dextérité, d'améliorer en fait sa position, puis son aisance, et voilà. Un autre outil s'avère vite indispensable pour les dyspraxiques, l'ordinateur, avec clavier caché, logiciel de prédiction de mots, ou encore dictée vocale. Vas-y. Je m'appelle Colline, j'ai 8 ans, je suis en CE2, je travaille du matin à l'après-midi, j'ai des récrés, je mange souvent à la cantine. Chez l'ergothérapeute, on se concentre beaucoup sur l'écriture et sur l'utilisation de l'ensemble des outils scolaires, parfois adaptés, règles, compas, etc. Car les difficultés rencontrées à l'école sont nombreuses. L'écriture, les maths, le français, le geste, la lecture, la géométrie, le découpage, et c'est tout. Pour Colline, la base du travail, c'est souvent le dénouement des doigts, la dextérité, la dissociation des doigts. Mais l'objectif n'est pas toujours purement scolaire. Certaines fois, on travaille aussi sur la vie quotidienne, sur mettre ses boutons, sur vraiment par rapport aux demandes des enfants, sur faire ses lacets, voilà, des choses comme ça, ou sur les loisirs. Comme ça, il y en a 5. Ouais, bah comme ça, il y en a 5. Bien au bout du doigt. Voilà, super. Alors on l'a vu, la dyspraxie, ça complique sérieusement l'apprentissage scolaire, mais c'est aussi handicapant dans la vie de tous les jours. Loisirs, sport, musique, conduite, il y a certains gestes du quotidien qui a priori paraissent impossibles pour les dyspraxiques. Oui, tout à fait. En sachant que ça a une forte influence aussi sur le plan psychologique aussi. Ces enfants, comment dire, par exemple pour les enfants, les loisirs, les jeux, ça permet, comment dire, de s'intégrer avec les enfants de le même âge. Et finalement, ils ne sont pas bons au niveau du football ou le jeu à la marelle. Et comme ils sont plus lents, maladroits, ou ils tombent, donc ils vont perdre, comment dire, la partie, finalement ils sont rejetés. Et ça pose ici vraiment des difficultés aussi d'intégration. Et après aussi de regard sur eux-mêmes. S'ils remarquent qu'effectivement ils ne sont pas, comment dire, performants dans ces domaines-là, ils sont rejetés par rapport aux autres. Donc ils ont, comment dire, un regard négatif vis-à-vis d'eux. Et ça a une influence, comment dire, on entre dans un cercle vicieux aussi extrêmement négatif du fait que ça touche, comment dire, tous les domaines. Donc aussi bien le fait de manger, aussi bien de pouvoir s'habiller, de t'écrire les cahiers, ils sont sales, finalement les regards disent mais écoute, tu peux faire un effort, parce qu'effectivement ces enfants font des efforts, ils font des efforts permanents tout le temps et ça leur demande une énergie extraordinaire et finalement ils sont aussi fatigués, ils sont aussi en surcharge parfois cognitive comme on dit entre spécialistes et de ce fait là ils sont fatigués, donc des fois ils y arrivent mais leur domaine n'y arrive pas et des fois quand le diagnostic n'est pas posé dans ce cadre-là, les parents, l'entourage proche ou même les enseignants disent écoute, je comprends pas, t'es un peu paresseux, la dernière fois t'as réussi et finalement tu n'y arrives pas. Donc voilà, donc il y a tout cet aspect effectivement qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'expliquer aux enfants leurs difficultés, le pourquoi. Et c'est vrai que sur des diagnostics très tardifs, quand je pense au collège, au lycée, c'est vrai que les enfants ont vraiment une image d'eux très négative et voilà, et vraiment une grosse difficulté psychologique quand même. Voilà. Donc c'est vraiment important de faire attention. C'est pourquoi, par exemple, moi, ma particularité, c'est qu'effectivement, par rapport à M. Butacil, Thomas, et par rapport à Stéphanie, vous, le diagnostic est déjà posé. Hein, oui, des suppositions, donc il faut que vous validiez. Moi, effectivement, j'ai des enfants qui, effectivement, on me confie parce qu'ils ont une estime de soi extrêmement basse, où il y a vraiment des envies aussi suicidaires qui sont là aussi. Mais j'ai d'autres enfants où, dans le diagnostic qui est tardif,
finalement, ils viennent pour des problèmes de comportement, où effectivement il y a des disputes à la maison concernant bizarrement la scolarité, où ils ont des cauchemars, donc il y a un syndrome anxio-dépressif, c'est-à-dire qu'ils font des cauchemars, ils sont dans un mal à l'aise, ils disent qu'ils sont toujours nuls, etc. Et finalement, ces enfants-là, ils viennent chez moi parce qu'on ne comprend pas. Et finalement, au fur et à mesure, dans la démarche clinique, on découvre qu'il y a un trouble, comme on dit, à l'apprentissage, une dyspraxie qui se cache. Et ces enfants-là, finalement, ils ont réussi à toujours compenser. Pendant toutes ces années, on réussit à compenser, donc vraiment chapeau. Et souvent, ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il y a des comorbidités, donc c'est une particularité. Des fois, ce sont des enfants qui sont HP ou potentiels aussi, par exemple, et qui ont permis, comment dire, de compenser aussi ces difficultés de ces enfants aussi dyspraxiques. Voilà. Donc vraiment l'importance du diagnostic, vraiment d'un suivi régulier, d'avoir un regard pluridisciplinaire pour recouper toutes les informations aussi des parents, aussi de leur regard qui est très important. Alors oui, mais alors moi j'ai des informations d'un parent, c'est-à-dire qu'à l'issue de la séance d'ergothérapie, j'ai eu l'occasion de discuter avec la maman de Colline et elle m'expliquait que ça a mis très longtemps, c'était très compliqué d'avoir les rendez-vous chez les spécialistes. Vous avez apparemment tous des délais d'attente pas possibles, vous n'êtes pas assez nombreux et du coup il y a aussi un vrai problème de ce côté-là. Parce que même une fois qu'il y a ne serait-ce qu'un début de suspicion détectée par exemple par des enseignantes de maternelle, finalement la petite elle est déjà à l'école primaire, qu'elle n'a toujours pas le diagnostic. Oui, on accuse un retard en France à ce niveau-là qui est très très important. Et là, le processus diagnostique peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps effectivement de faire toutes les évaluations. Donc il existe les centres référents des troubles des apprentissages accolés à certains CHU, mais c'est trop. Enfin, ils sont pas suffisants. Il y a des délais d'attente qui sont de 1 an, 2 ans aussi. Donc voilà, c'est effectivement un vrai problème. Puis peu de médecins informés vraiment au diagnostic. Parce que c'est quand même un médecin qui doit donner le diagnostic. Donc c'est vrai que voilà, c'est. Nous dans la région, on est assez peu fournis en médecins. Malheureusement. Je vous propose maintenant de faire la connaissance d'un autre dyspraxique. Alors, il s'appelle Bastien. Il a pas mal souffert en milieu scolaire du regard de ses camarades, mais aussi de l'attitude de certains enseignants. Lui, il a découvert son handicap alors qu'il avait déjà 7 ans. Et il nous raconte comment il a vécu son cursus scolaire. Rencontre avec ce jeune homme âgé aujourd'hui de 20 ans. Et vous allez voir que malgré les obstacles qu'il a pu rencontrer, il a beaucoup d'ambition. Quand on le rencontre la première fois, impossible de se rendre compte du handicap de Bastien. On pourrait penser que son quotidien est plus facile comme cela, mais il n'en est rien. À l'école primaire, Bastien rencontre des difficultés. Sa mère est obligée d'appeler ses camarades de classe pour connaître les devoirs à faire, car elle n'arrive pas à relire son cahier de texte. C'est son professeur qui, par hasard, en regardant une émission sur les troubles 10, fait le rapprochement avec son élève Bastien. Monsieur Dufour a vu que je rentrais dans les critères de la dyspraxie. Il en a parlé à ma mère qui travaillait à ce moment-là avec des ergothérapeutes de loin, lui a demandé, ça s'est fait comme ça, on a eu l'adresse du centre, il y a eu 1 an d'attente pour le rendez-vous, on a passé le rendez-vous et là, ça s'est fait quoi. Bastien est dyspraxique. Ses jeudis matins sont désormais consacrés au rendez-vous chez l'ergothérapeute. Malgré son handicap diagnostiqué, sa vie d'écolier n'était pas aisée. Selon lui, l'éducation nationale ne prépare pas assez bien les enseignants. J'ai eu d'autres profs qui avec c'est très bien passé et d'autres, ils étaient moins enclins à la discussion. Pour eux, c'était oui, t'es fainéant, oui, il faut que tu forces un peu, les stigmas habituels, quoi. Je pense que dans tous les cas de dyspraxie, quel que soit de 10, on retrouve ces genres de phrases, oui, il faut que tu travailles plus, oui, il faut que tu te concentres. On aimerait bien, mais on peut pas, quoi. C'est pas nous qui... Enfin, c'est compliqué. Ces années les plus difficiles, il les vivra au collège et au lycée. Je rentrais, il était 17h, 17h30. Je rentrais, j'ouvrais la porte, je posais mon sac, j'enlevais mes chaussures, j'allais me coucher. Je dormais 1 heure, 2 heures et j'étais complètement KO. Donc il y a des soirs où je ne pouvais pas faire mes devoirs. D'ailleurs les devoirs c'était le pire. Pour moi c'était le pire. Là aussi, certains professeurs étaient compréhensifs avec Bastien. Il avait moins d'exercices à rendre ou plus de temps pour faire ses devoirs. Mais malheureusement, pas avec tous les enseignants. Sa dernière année de lycée, il décide de l'effectuer au CNED, à domicile. Une solution qui lui permet d'étudier à son rythme.
Pour les épreuves du bac et les autres examens qu'il passera encore, il a droit à un tiers-temps et un ordinateur. Malgré les difficultés, Bastien ne lâchera jamais. Aujourd'hui, il est en première année de licence de psychologie à Metz, des études qu'il n'a évidemment pas choisies au hasard. Le diagnostic, c'est une chose. Ensuite, la reconnaissance par l'éducation nationale et la capacité des enseignants à s'adapter, c'en est une autre, c'est ça? Oui, c'est pas toujours facile d'expliquer, de comprendre. C'est vrai que la formation, je pense qu'ils ne parlent pas forcément de la dyspraxie. Et c'est un peu... Des fois, ça se passe super bien, mais des fois, c'est un petit peu compliqué en fait, de demander des adaptations, parce que c'est vrai que ces enfants-là ont besoin de beaucoup d'adaptations. Que ce soit agrandir les supports, éviter de moins écrire, des choses comme ça qui ne sont comme ça dans l'absolu pas extrêmement compliquées, mais c'est vrai que quand il y a 30 élèves, c'est pas forcément facile pour les enseignants de mettre ça en place. Et la scolarité des enfants est un peu impactée. C'est vrai qu'il y a eu des progrès depuis 20 ans, mais ça reste encore très difficile. Il y a eu la loi de 2005 qui a donné les bases du handicap cognitif et notamment de la dyspraxie, qui est reconnue comme un handicap depuis 2005. Et cette loi, très peu la connaissent. Et même en connaissance de cette loi, finalement, très peu l'appliquent. Et c'est très difficile, de l'appliquer concrètement dans les écoles. Et c'est sans doute ce qui a contribué à vous donner envie à tous les trois de monter un projet, de créer une école spécifiquement pour les enfants qui souffrent de troubles 10. Alors vous allez pouvoir nous détailler ce projet dans un instant, mais en tout cas sachez que ça suscite déjà l'enthousiasme de parents. Je vous propose de regarder la réaction de la maman de Valentin. Il serait concerné, je l'aurais tout de suite inscrit. Je pense que franchement, c'est ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Parce que là, il l'a pas trop dit, mais c'est vrai que c'est quand même galère avec les camarades. Le regard des autres est très dur quand même dans une école classique. Et là, c'est vrai que, non, franchement, c'est très bien. C'est dommage qu'ils font pas un collège de 10, je ne sais pas. Parce que, non, c'est quelque chose de très, très positif et qui va aider beaucoup d'enfants justement qui se retrouvent en échec scolaire alors qu'il n'y a pas lieu, ou en souffrance, alors que là, se retrouver avec d'autres enfants, je pense que c'est aussi le fait qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas tout seuls. Parce que souvent, ils se disent, ils sont tout seuls dans la classe. Oui, il n'y a que moi. Moi, souvent, ils me disaient à la primaire, oui, mais il n'y a que moi qui suis comme ça. Je serai malade encore combien de temps? Des choses comme ça. Ils prenaient petit, c'est pas évident. Après, on grandit. Après, c'est bientôt l'ado. Maintenant, ça va encore être différent. Mais non, ce projet d'école, il est super. Est-ce qu'en France, il existe déjà une école du type de celle que vous voulez créer? Oui, il en existe plusieurs. Et notre projet se base sur une école, l'école du Cérène à Paris, qui existe depuis un certain nombre d'années et qui est entièrement spécialisée pour les enfants souffrant de ces troubles. Alors concrètement, c'est quoi votre projet? Ça s'adresse à qui? Des enfants de quel âge? Est-ce que ça va être tous les troubles 10 ou seulement les dyspraxiques? Très concrètement, vous en êtes où? Alors pour l'instant, ça va concerner uniquement le niveau primaire. C'est une école primaire pour tous les troubles 10, donc pas seulement les dyspraxiques, mais les dyslexiques, les dysphasiques, y compris les enfants hyperactifs qui présentent un TDAH, et même des enfants qui ont une précocité intellectuelle avec ou sans trouble 10. Donc souvent les enfants précoces ont des troubles 10 effectivement, comme tu disais tout à l'heure, mais potentiellement même des enfants précoces qui ne présentent pas de trouble 10 et qui ont besoin d'une pédagogie un peu adaptée pour qu'ils puissent développer leur potentiel. Alors je suppose évidemment pédagogie adaptée, outils adaptés. Qu'en est-il des programmes? Vous allez suivre les vrais programmes scolaires de l'éducation nationale? Oui, tout à fait. Ça fait partie du projet de base. Donc on ne change rien au programme. Les enfants suivront les mêmes cours, les mêmes enseignements, et on respecte tout à fait le programme de l'éducation nationale. Et du coup, ça sera avec des enseignants ou avec du médical, des spécialistes?
Alors, la classe sera limitée à 12 élèves. Donc, on a conçu qu'il y ait un enseignant spécialisé, effectivement, plus une auxiliaire de vie scolaire pour ces enfants. Et donc, effectivement, ils auront le regard de tous les professionnels qui pourront vraiment modeler toute la pédagogie et adapter complètement sur mesure pour chaque enfant. Ça sera vraiment adapté au sur mesure. Et ce sera vraiment pour chaque enfant aura des besoins bien particuliers, des besoins d'adaptation, et chaque enfant aura ses adaptations personnelles. Voilà, ça ne veut pas être des adaptations pour toute la classe, ça va être vraiment pour chaque enfant. Et du coup, vous les réunissez ensemble dans une même école, à part des autres. Est-ce que vous n'avez pas peur de les stigmatiser? Parce que autant, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup en milieu ordinaire qui souffrent du regard des autres, dans les établissements scolaires dans lesquels ils sont, autant là, est-ce qu'ils ne vont pas être d'office montrés du doigt de « Ah, tu vas dans cette école-là » ? C'est effectivement une critique qu'on a régulièrement. Je ne pense pas qu'il faut voir ça comme une exclusion, mais notre école est conçue comme une espèce de parenthèse où il serait éventuellement possible que l'enfant fasse toute sa scolarité chez nous, mais il peut faire qu'une année par exemple, et repartir avec toutes les armes, tous les outils nécessaires pour qu'il puisse réintégrer le milieu scolaire le plus rapidement possible. L'objectif c'est ça, c'est de réinclure le plus rapidement possible. Malheureusement, voilà, créer ce genre d'école, c'est une réponse à quelque part une difficulté du système traditionnel à inclure ces enfants. Donc, malgré la loi de 2005, ça reste difficile, donc une des alternatives, c'est de faire ce genre d'école. Alors en même temps que vous parliez, on a pu voir les images du site, puisqu'en fait le lieu est maintenant connu. Ce sera dans le quartier Beau Soleil à Sarreguemines, l'ancienne garderie Le Petit Prince. Comment vous allez fonctionner? Ça va être financé par qui? Est-ce que c'est reconnu par l'État? Est-ce que vous avez des aides? Comment... Alors, c'est une école privée hors contrat. On est obligé de faire comme ça. Toute école qui ouvre en France est nécessairement hors contrat. Il faudra attendre plusieurs années avant de faire une demande de mise sous contrat. Et toute école hors contrat ne bénéficie d'aucune aide de l'État, donc aucune subvention, rien du tout. Donc on fait un appel aux dons. En ce moment, on a une page de financement participatif où on a encore besoin de beaucoup d'argent. Mais la plupart de ces écoles ouvrent sur des fonds propres. Donc c'est les gens eux-mêmes qui mettent des sous. Ça veut dire que les familles vont devoir payer relativement cher pour inscrire leur enfant? Voilà, ça sera incontournable. Mais c'est dommage, mais malheureusement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Avec quand même la ville qui vous aide, au niveau du lieu en tout cas? Tout à fait, on a un fort soutien de la mairie et de Monsieur Hellette qui effectivement nous met à disposition le local. Donc ça c'est vraiment, on remercie encore beaucoup. Parce qu'en dehors de ça, on le sent, créer une telle école, ça a l'air d'être un sacré parcours du combattant. On s'en rend à peine compte, je pense. Là, il y a encore beaucoup de travail. Une belle émulsion. Une belle émulsion où on se rend compte. Un bon groupe, voilà. Multi-professionnels, pas que des professionnels, des parents, des enseignants. Voilà, il y a quand même une demande qui est là. Voilà. Et la volonté d'ouvrir là à la rentrée en septembre? Oui. Bah oui. Eh bien, bonne chance pour la suite. Tenez-nous au courant. On reviendra faire des reportages. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir apporté toutes ces précisions. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.